fait ça depuis très longtemps. En fait, je dis ça, mais mes cheveux blancs me trahissent malheureusement. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous reçoit aujourd'hui. On est très, très content de vous avoir parmi nous. Malheureusement, David, je ne suis pas un lanceur, je suis pas un frappeur de relève, je suis un lanceur de relève. Ouais, un peu comme Éric Gagné. Je ne sais pas s'il y en a qui suivent le sport un peu, mais Éric a lancé son livre cette semaine. Et non, Mario, je n'ai pas pris de produits dopants. Non, je n'ai pas pris de produits dopants. Alors, mes performances sont naturelles. Alors, je vais essayer de vous transmettre le message comme Stéphane vous l'aurait transmis, en espérant que je ne manquerai pas aucune des interventions que notre bon ami aurait fait. En fait, son bras droit et partenaire de toujours, Michel-Ange, est parmi nous, à l'arrière de la salle ici. Alors, si je dis des choses, Michel-Ange, qui ne sont pas en ligne avec le message de Stéphane, je t'invite à me corriger. Donc, que fait Above Sécurité? Est-ce qu'on vend de la technologie? Définitivement pas. Ce n'est pas notre créneau. Je pense qu'on a bien résumé dans les dernières années qu'Above Sécurité était une compagnie de sécurité, exclusivement de sécurité. Pas une compagnie de services conseil non plus, bien qu'on offre des services professionnels. On a une expertise en sécurité de l'information. Mais notre ADN, à la base, c'est de protéger. Quand on parle de sécurité, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut protéger, on veut réduire des risques. Chez Above, quand on parle aux différents gens, ce qui nous motive, ce qui nous passionne, c'est d'aider nos clients à pouvoir réduire leurs risques et sentir qu'ils ont un partenaire sur qui ils peuvent s'appuyer en tout temps. Donc, comment on fait ça, être une compagnie qui est purement de sécurité de l'information? Je pense que ce qu'on cherche à faire, c'est de toujours s'améliorer, de toujours regarder si nos processus sont bien adaptés à faire le travail et à amener une expertise constante et présente auprès de nos clients. Alors, sans vous lire la petite quote qui est là, je pense que ce qui est l'essence de ça, c'est définitivement qu'on cherche à être le plus orienté sécurité possible. Puis il y a une analogie qu'on a utilisée, c'est le week-end dernier, que j'aime bien. Si vous donnez le contrat de construire votre maison à un contracteur, allez-vous l'évaluer sur le type de marteau, la scie ronde qu'il va utiliser, s'il y a des équerres, des niveaux qui sont à votre goût, est-ce qu'on parle de Stanley ou d'une autre sorte d'outil? Je ne pense pas que c'est ça qui est vraiment la valeur du contracteur. Je pense que ce que vous allez voir, c'est est-ce que le contrat clé en main qu'il vous offre est à votre goût? Est-ce qu'il y a une réputation de bâtir des choses qui sont solides? Mais dans le cas d'Above Sécurité, c'est la même chose. Notre approche... On m'a perdu, là. J'ai une voix qui porte, de toute façon. Je ne sais pas si tout le monde peut m'entendre. C'est bon, hein? Alors, notre approche chez Above Sécurité, c'est pas différent. C'est pas nécessairement les outils qu'on utilise. Je pense qu'on a des bons outils, mais ils sont adaptés pour nous. Ils sont adaptés pour que nous, on puisse avoir une approche et un service qui offre une efficacité opérationnelle sans reproche pour qu'on soit en mesure de protéger nos clients en tout temps. Ta question... Qu'est-ce que ces entreprises-là ont en commun entre elles? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'ose à me lancer une réponse? Le désir de sécuriser l'information de leurs clients. Probablement qu'ils l'ont, ce désir-là. Ils sont tous fait l'avoir. Exactement. On reconnaît un expert en sécurité dans le fond de la salle. Alors, ce qui s'est passé avec la plupart de ces gens-là, malheureusement, c'est que, bien qu'ils aient probablement... tous de bonnes intentions, le désir, comme le disait notre collègue ici, qu'ils avaient le désir de protéger leur infrastructure, ils n'y sont pas parvenus. Ils ne sont pas parvenus, ils se sont retrouvés avec... D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, je me suis amusé ce matin en préparant la présentation, je me suis amusé à sortir toutes les coupures de journaux et articles qui étaient disponibles sur le web, j'en ai peut-être une dizaine, qui racontent justement... comment Google, les comptes email ont été hackés. Donc, de l'information sensible était probablement à la disposition des attaquants. Comment des banques qui, normalement, les banques, on s'entend que pour dire que les banques ont des moyens suffisants pour pouvoir protéger l'information de leurs clients, comment les informations de leurs clients se sont retrouvées aux mains de tierces parties. On ne connaît pas l'intention de ces tierces parties-là et on n'essaiera pas d'en débattre ici. Est-ce que c'est simplement pour faire du sensationnalisme et puis être capable de dire que
J'ai attaqué quelqu'un de plus gros que moi, puis je suis très fort. Hein, on se souvient tous au Québec de l'histoire de Mafia Boy qui avait réussi à attaquer le site du FBI. Bien, on a eu un petit peu la même chose avec un journaliste qui a fait l'attaque sur Amazon. L'attaque d'Amazon, c'est un journaliste qui a tenté de démontrer que, puis j'aime bien le heading de l'article en question, qui a tenté de démontrer que finalement, bien que multiples technologies étaient déployées dans ces organisations-là, il reste que si on n'a pas les bons processus, si on n'a pas une vigie constante de la part de notre personnel, on ne peut pas s'attendre à avoir des miracles. On doit être prêt à vivre avec des enjeux qui vont être plus en réaction, et en réaction parfois non contrôlée. Si nos plans de réponse aux incidents ne sont pas cohérents et complets, évidemment, on va se retrouver avec notre nom dans les journaux. Même Microsoft s'est retrouvé un petit peu dans la même position que Google, c'est-à-dire que leurs comptes Hotmail se sont retrouvés à être hackés à un moment donné. Donc, petit commentaire en passant, là, si vous avez des usagers corporatifs qui utilisent du Gmail ou du Hotmail pour pouvoir travailler de la maison, ce n'est pas une bonne idée. L'information n'est pas en sécurité. Alors, est-ce que vous pensez que ces gens-là ont les moyens? Est-ce que vous pensez que ces gens-là sont limités de par leur management pour dire non, cette année on a assez dépensé, c'est pas assez sécure? Quand on regarde la réputation et l'envergure de ces entreprises-là, c'est certain qu'ils ont les moyens. Est-ce que vous pensez qu'ils ont les solutions technologiques? C'est garanti que le dernier bidule sorti par peu importe l'entreprise, je ne nommerai pas de manufacturier ici, ils l'ont considéré, ils l'ont évalué, et c'est probablement déployé s'ils ont jugé qu'il y avait une certaine valeur. Ce n'est pas une question de moyens, ce n'est pas une question de solutions technologiques, ce n'est pas une question de ressources humaines non plus. Je ne pense pas qu'il y a des gens qui se lèvent le matin chez eux en se disant « Ce matin, on va aller faire un mauvais travail pour notre employeur, puis on ne surveillera pas qu'est-ce qui se passe. » Je ne pense pas que c'est la réalité de ces entreprises-là. Ces entreprises-là ont eu du succès parce que, justement, ils étaient en mesure d'organiser des opérations, sans doute. Ils ont été en mesure de livrer des opérations, ça ne fait aucun doute. Par contre, ces entreprises-là représentent des cibles prestigieuses pour la plupart des attaquants. Ce qu'il faut se poser comme question, c'est que est-ce que vos organisations, qu'elles soient gouvernementales ou privées, est-ce qu'elles représentent des cibles? Moi, je peux vous dire qu'il n'y en a pas de petits, il n'y a pas de petits comptes, il n'y a pas de petites situations. Ça n'existe pas, ça. Nos amis qui font partie du gouvernement le savent bien. Il y a eu des menaces claires qui ont été faites par Anonymous le printemps dernier. Il y a eu certains ministères qui ont été malheureusement affligés par les mouvements. Alors, il y a toujours une cause, il y a toujours quelqu'un qui va trouver une raison. Je pense qu'il faut être à l'affût. Je pense que comme organisation, il faut qu'on ait fait le devoir de sentir que notre due diligence a été fait convenablement et que notre niveau d'exposition est acceptable. Ça ne veut pas dire qu'on amène toujours les risques à zéro, mais que notre niveau d'exposition est acceptable. L'autre chose, avant que je passe à la slide suivante, j'aimerais ça, par rapport aux solutions technologiques, j'aime toujours discuter de une solution qui a été longtemps évangélisée, une solution technologique qui a été longtemps évangélisée. Les mécanismes ou dévier les attaques les plus triviales. Tous les IPS le font bien, ce n'est pas un problème, ça se met à jour tout seul, ça ne demande pas beaucoup de configuration. Là où est le nerf de la guerre, ce sont dans les scénarios plus complexes. Comment on fait pour éduquer notre IPS à bien réagir aux scénarios les plus complexes? Et c'est là que se trouve le défi, c'est qu'à un moment donné, on baisse les bras. On n'a pas l'énergie, on n'a pas le temps, on manque de ressources pour faire un suivi détaillé des scénarios potentiels et des attaques potentielles. Et de deux choses l'une, où on se retrouve avec un IPS qui nous laisse croire qu'on est protégé en tout temps
de façon solide, ou encore, on sait très bien qu'on a ouvert des trous, un peu comme dans notre pare-feu, dans notre firewall, on a ouvert des trous pour permettre à la business de continuer à conduire ses affaires. Donc, c'est un défi. Les technologies de sécurité, le défi n'est pas tellement les fonctionnalités de la technologie, mais plutôt un défi de veille constante et de suivi constant des impacts de ces technologies-là dans nos organisations. Donc, chez Above, on a décidé de répondre à certains de ces défis-là en mettant en place ce que moi j'appelle une discipline opérationnelle. C'est-à-dire que ce qu'on offre à nos clients, ce n'est pas nécessairement une présentation ou des artifices extraordinaires au niveau des dashboards, des KPI, nommez-en, mais beaucoup plus une équipe disciplinée, bien formée, bien rodée, qui a la capacité de vous supporter dans votre nécessité d'avoir une réponse aux incidents qui est toujours adéquate en fonction des situations auxquelles vous faites face. Donc, à la base, notre ADN, c'est qu'on est des gens de sécurité. Nous, au quotidien, ce qu'on vit, c'est des incidents de sécurité, c'est des situations de sécurité, c'est des challenges de sécurité. Et notre équipe, les gens qui se sont greffés à nous il n'y a pas très longtemps ont pu le découvrir. Notre équipe, cette culture-là transcende. On a des gens dans la salle qui font affaire avec nous autres depuis plusieurs années. Et je pense qu'on t'a même d'en témoigner que, bon, évidemment, on n'a pas tous le même niveau d'expertise. Il y en a qui ont 25 ans. Il y en a d'autres qui en ont un peu moins. Mais du premier au dernier, je pense que le travail d'équipe fait en sorte que cette culture-là, elle est, comme je disais, elle transcende d'un individu à l'autre. Donc, le déploiement de technologie, notre vigie constante, le fait qu'on soit toujours soucieux d'agir comme partenaire. En fait, une autre des expressions qu'on utilise régulièrement, c'est qu'on se retrouve à être une extension de votre équipe opérationnelle au niveau de la sécurité de l'information. Donc, notre but étant vraiment de se retrouver comme étant un partenaire de choix auprès de nos clients. Quand on parle d'une approche holistique, c'est évident que si on se concentre exclusivement sur une zone de la sécurité, qu'elle soit tactique ou qu'elle soit stratégique, je pense qu'on y manque un peu. Je pense que une des forces d'Above également, c'est de se retrouver à appuyer avec des moyens tactiques l'implémentation d'une vision stratégique en fonction de l'appétit que vous avez au risque. On le répète souvent, cette expression-là, l'appétit au risque, c'est qu'à un moment donné, l'analogie qu'on peut faire, ça ne sert à rien d'assurer une maison de 10 millions de dollars pour 100 millions, parce que si on perd la maison de façon totale, la prime pour assurer pour 100 millions n'est pas nécessaire. Mais c'est la même chose avec les technologies ou avec les moyens à prendre pour protéger notre entreprise. Et on veut avoir une visibilité ou une vision globale sur les challenges auxquels vous faites face. Donc, comme organisation, quand on parle d'une vue holistique, ce qui est requis, ce qui est nécessaire, c'est d'avoir une compréhension complète du contexte, d'être capable de pouvoir utiliser nos outils et notre expertise pour pouvoir assurer la vigie de ce contexte-là et pouvoir réagir promptement sur des événements de sécurité. Mes notes sont fraîches de ce matin. Hein. C'est des notes, je pense que l'encre n'a même pas séché encore. J'aime bien le petit sketch que Stéphane a fait. Ça représente bien comment on tente d'arrimer tout ça. Quand on parle d'une vue holistique, on peut voir ici que pour nous, l'aspect actif, quand je parlais de contexte un peu plus tôt, l'aspect actif informationnel est essentiel. Et ça représente quelque chose qui nous donne l'essence de ce qui est à protéger. Les outils qu'on utilise, évidemment, vont nous servir à avoir différentes perspectives sur la situation saine ou malsaine de l'environnement. Nos processus vont supporter effectivement notre capacité de détecter, d'analyser, de corréler et de réagir à des situations problématiques. Et évidemment, je vous le dirais, puis Mario et moi, on se le disait suite au week-end, sans notre personnel,
sans nos gens qui sont pour ceux qui ont visité le SOC un peu plus tôt ce matin, sans ces gens qui sont présents sur une base 24/7, on n'est pas ici aujourd'hui. Il n'y a personne d'entre nous qui est ici en train de discuter de sécurité. Donc, Ray utilise souvent l'expression qu'il représente un petit peu la ligne offensive qui protège le corps arrière au football. L'analogie n'est pas mauvaise. Si la ligne offensive ne fait pas son travail, bien, le corps arrière se fait rabattre par terre, c'est pas trop long. On n'a pas aucune chance d'avoir une attaque avec ça. Donc, cette approche holistique nous permet d'avoir une visibilité constante sur le contexte, ses vulnérabilités, comprendre ce qui se passe. Nos processus vont nous permettre d'avoir une réaction ou une gestion d'incidents qui soit effective, qui va pouvoir garantir la prise en charge des incidents par nos clients avec le support de notre équipe. Et finalement, les outils qui font partie intégrante de la solution, que ce soit le côté IDS, IPS, la détection des actifs, parce qu'avec Archangel 5, ou 5 plutôt, pardon, j'ai passé ma fin de semaine en anglais, alors le cerveau pense encore des fois en anglais. Avec Archangel 5.0, on se retrouve avec une capacité de détection des actifs, donc pouvoir identifier à l'intérieur de votre réseau si effectivement il y a certains actifs que vous avez qui trompent votre vigilance et qui ne font pas partie de l'inventaire que vous connaissiez. Ce qui se produit jamais à peu près. Hein? On ne se retrouve jamais avec une situation où on a des nouveaux actifs qui ont été introduits dans le réseau à notre insu. Donc, au niveau de l'entreprise comme telle, il est certain qu'on tente d'être le plus détaché des différentes technologies. Donc, pour nous, que ce qui soit utilisé dans votre entreprise soit du Checkpoint ou du Cisco, ça n'a pas beaucoup d'importance. On n'est pas là pour se coller sur un manufacturier pour vous aider à voir ce qui est le mieux pour vous. On va plutôt vous aider à positionner un type de technologie qui pourrait vous supporter dans vos efforts de protéger votre entreprise, que ce soit un anti-DDoS ou un DLP. Ce qui est important de mentionner aussi, c'est que notre service, depuis 2 ans maintenant, donc ce n'est pas la première certification qui est la plus dure à aller chercher, c'est bien la deuxième. Lorsqu'on répète une recertification, d'habitude c'est parce qu'on fait vraiment ce qu'on dit qu'on fait. Hein, quand on passe ISO 9000, là, je ne sais pas s'il y en a parmi d'entre vous qui avaient des organisations qui sont certifiées ISO 9000, là, mais la deuxième certif d'habitude, ou la recertif, c'est celle-là qui fait le plus mal parce qu'il faut vraiment qu'on n'a plus d'échappatoire à dire ben on va le faire dans le prochain 6 mois. Il faut vraiment que les choses soient en place et fonctionnelles. Puis on a réussi ce tour de force-là l'été dernier. L'autre élément qui est à mentionner aussi, c'est que pour ceux qui ont eu l'opportunité de visiter le SOC ce matin, notre clientèle est toujours la bienvenue à venir nous voir, puis à auditer nos processus, venir voir qu'effectivement, on est en mesure de prouver que ce qui se passe en théorie, parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'on a quand même des clients aussi qui ne sont pas nécessairement à 300 ou 400 km, on en a d'autres qui sont à 7 ou 8 000. Alors, on les invite régulièrement à venir nous voir, puis venir constater que ce qu'on dit qu'on fait, comment on les protège et comment c'est organisé, ils peuvent venir le constater à nos bureaux à Montréal. Donc, un peu de background sur Archangel. Comme David le mentionnait, moi, j'ai joint à Above Sécurité en 2004. À l'époque, effectivement, c'était dans le même poste que Stéphane occupe présentement, c'est-à-dire à titre de directeur de la R&D. Je ne vous cacherai pas qu'à ce moment-là, d'un point de vue processus, la R&D n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. Il y avait beaucoup de choses qui avaient changé ou qui étaient un petit peu improvisées. On parlait d'une équipe de 3 personnes à l'époque, la R&D, et aujourd'hui, on parle d'une équipe qui est au-delà de 15, si je ne me trompe pas. Alors, il y avait eu un premier développement autour de 2001-2002 d'une version 1.0. Donc, vous allez voir la transition avec la version 5.0. La version 1.0 qui était déployée chez peut-être une poignée de clients, là, pour ne pas dire l'expression anglaise « handful ». Donc, à peu près 4 ou 5 clients qui utilisaient cette version-là. Et je vous dirais que c'est une version qui a évolué de version 2 à version 3 à la version 4 qui est présentement utilisée et qui, en 2008, 2009, 2010 même, faisait l'objet de sérieuses discussions à l'interne, à savoir comment on fait pour continuer à faire évoluer cette plateforme-là, qui est une plateforme très monolithique d'un point de vue applicatif, développée presque exclusivement en PHP.
Donc, qui nous amenait beaucoup de contraintes. Là, j'utilise un peu de jargon technologique, là, mais tout ça pour illustrer que ça amenait beaucoup de contraintes au niveau de l'évolutivité de la solution. Donc, en 2010, Michel-Ange et Stéphane ont initié un projet, en fait, un projet qui était à la base leur thèse de maîtrise en génie logiciel, qui était une refonte complète de la solution basée sur des nouvelles technologies. Le but étant principalement d'arriver avec une architecture qui allait supporter la notion de service, donc être capable de la faire évoluer dans des directions beaucoup plus rapidement et sans nécessairement le nombre de contraintes qu'on connaissait avec la technologie précédente. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Archangel 5, c'est un peu le résultat de 10 ans de travail. Oui, il y a eu un projet très intense de refonte et tout ça, mais les connaissances acquises, l'expertise qu'on a acquise au cours des dernières années nous a définitivement permis de comprendre un peu mieux là où on devait positionner le produit ou le service, je devrais dire, notre boîte à outils, pour être en mesure d'être le plus efficace possible dans le temps réponse et dans le temps de réaction par rapport aux situations qui demandent notre attention. Alors, c'est pas exclusivement un projet de R&D des 2 dernières années. Je pense que tant Michel-Ange que Stéphane, qui ont été les 2 architectes principaux avec leur équipe, évidemment, là, mais qui ont été les 2 architectes principaux, ont des connaissances hors du commun en sécurité de l'information. En fait, je mets au défi les entreprises de sécurité de la région de Montréal ou même du Canada de venir nous dire que nos architectes ne sont pas parmi les meilleurs au monde en sécurité de l'information. Je pense qu'ils ont plus de 10 ans d'expérience dans le domaine et ça paraît. Leur réflexe le supporte. Donc, la dernière question. À quand pourra-t-on compter sur la nouvelle version? En fait, on a déjà eu des discussions avec certains de nos clients par rapport à devenir des sites bêta, parce qu'évidemment, on veut faire ça de façon graduelle et contrôlée, la migration de tout le monde. Bien, évidemment, je dirais que d'ici la fin du 4e quart 2012, début du premier quart de 2013, on devrait voir les premiers clients en test bêta. Et normalement, la majorité de nos clients devraient être convertis à la nouvelle version d'ici le milieu de 2013. C'est l'objectif. Sur ce, si vous avez des questions, si vous avez des éléments d'information que vous voulez préciser, je suis disponible maintenant, je peux prendre vos questions. Sinon, ça me fera plaisir, quand on aura les sessions, quand l'ensemble des conférences sera terminé, d'adresser vos questions de façon individuelle. Merci.